Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur l'Alternative TV où nous allons parler du vivre ensemble. Peu importe la religion, la classe sociale, la différence culturelle, tout en respectant la liberté d'expression et la liberté d'autrui évidemment. Les humains sont capables de faire plein de choses géniales, hein. Je ne remets pas ça en question, mais le simple fait de partager est un défi majeur. Un exemple tout bête, partager la rue, les écoles ou faire preuve de respect envers d'autres personnes, pour certains, c'est pas à la portée de tous visiblement. Donc on pourrait se dire qu'on progresse, que l'espèce humaine est de plus en plus tolérante, mais on se rend compte que c'est pas trop le cas. Et au contraire, on note qu'il y a de fortes hausses d'agressions à caractère raciste. On passe de 9000 en 2018 à plus de 16 000 en 2024, ce qui est énorme, c'est presque le double. Et on est en compagnie de Roland. Et de Roland. Et les deux Roland. Est-ce que vous voulez vous présenter déjà avant toute chose? Oui. À qui l'honneur? Roland ou Roland? Dites-nous. Ah ok, plutôt Roland alors. Bonjour, donc moi je m'appelle Roland Biage, je suis président de la section de la Ligue des droits de l'homme Toulon-la-Seine TPM. Notre aire d'intervention c'est le territoire de la métropole et par ailleurs je suis aussi administrateur de la Fédération des œuvres laïques. D'accord. Les deux ligues qui ont une histoire commune très longue. Ça tombe bien parce qu'on aura des questions à vous poser au sujet de votre métier plus tard. Je suis également donc, membre de la Ligue des droits de l'homme. Alors la Ligue intervient à plusieurs niveaux. Elle intervient dans les écoles, elle organise des expos, des conférences également. Donc on a une activité assez complète. La Ligue, comme historiquement elle a été créée sur une injustice commise envers le capitaine Dreyfus, dans la vague antisémite de la fin du 19e siècle, c'est, comme l'a dit Roland, la défense des droits fondamentaux, tout ce qui relève d'une atteinte aux droits de s'exprimer, au droit d'exprimer une opinion, au droit déjà d'exister tout simplement. Et quand il y a une injustice ou quand il y a une entorse aux droits fondamentaux, on intervient pour défendre les personnes qui subissent ces entorses. Autant que faire se peut, ça peut très bien aller à une atteinte à la dignité. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas assez souvent à notre goût. Nous sommes libres en droit et en dignité, proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc cette notion de dignité est extrêmement importante pour nous. C'est le respect que tu as évoqué tout à l'heure. Oui. Donc voilà, et puis quand il y a une atteinte, alors très souvent, on parle des atteintes aux droits des migrants, parce que c'est celle qui est malheureusement la plus fréquente et qui se développe également par les temps qui courent. Donc voilà, mais ça peut concerner une entorse à un accès à un logement, un accès aux soins, par exemple, tout ce qui relève des droits fondamentaux. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que quand on aborde la laïcité, qu'on utilise le terme ou pas, c'est que cette idée, ce qui a présidé à l'arrivée des lois laïques en France et ailleurs, c'est cette idée d'émancipation des individus, qui font que la liberté c'est conquise pas à pas. On peut partir de Socrate aux grands penseurs de la fin du Moyen-Âge ou aux encyclopédistes qui ont quelque part accouché des grandes idées de la Révolution française qui sont encore présentes aujourd'hui. Il faut savoir quand même que les idées de la Révolution française ont fait peur à l'Europe entière, à tous les rois qui avaient un pouvoir divin et absolu. Oui. De vie et de mort sur leurs sujets et non pas sur leurs citoyens et leurs citoyennes. Et c'est la Révolution française qui a amené cette idée de citoyenneté et qui est aujourd'hui celle que nous partageons les uns et les autres en France, dans beaucoup de pays européens, même si on peut s'inquiéter de quelques reculs de cette citoyenneté dans quelques pays de l'Union européenne, mais surtout dans des grands pays occidentaux, voire au-delà. Ah, il y a eu deux questions, oui bien sûr. La première c'est est-ce que l'Église s'est beaucoup opposée à la création de cette loi? J'aurais tendance à dire oui. Je ne sais pas précisément. Alors, mais il faut connaître un peu l'histoire de la loi. Donc Roland en a parlé, déjà abordé. Mais c'est vrai qu'elle s'est complètement opposée à cette loi. Il y avait deux courants à l'époque, donc un courant Émile Combes et un courant Aristide Briand. Le courant Émile Combes était beaucoup plus radical que le courant Aristide Briand. Le courant Émile Combes était complètement anticlérical. Il s'opposait par exemple au port de la soutane, même dans l'espace public, alors que le courant Aristide Briand était beaucoup plus souple. Il faut mentionner également donc, la position de Jean Jaurès. Peut-être que Roland, tu peux en parler. Jean Jaurès a soutenu Aristide Briand dans l'idée qu'il fallait trouver une solution pour mieux vivre ensemble, mieux faire ensemble. J'insiste toujours sur les deux termes. À la fin du 19e siècle, c'est pas faire injure à l'Église d'aujourd'hui,
Mais l'Église de la fin du 19e était réactionnaire, vraiment, on peut le dire, politiquement parlant. Oui. Donc c'est fortement opposé au courant émancipateur porté par les républicains de la Troisième République naissante, après la défaite de Sedan. Donc on parle toujours d'histoire quand on parle de laïcité. Et il y a eu vraiment des oppositions qui fait qu'en 1904, il y a eu une rupture entre la République française et le Vatican. Oui. Suite à la confiscation à nouveau de certains biens de l'Église, comme ça s'est fait après la Révolution. Et justement, ce qui est revenu avec le courant brillant qu'évoquait Roland, c'est de dire qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, que grosso modo les guerres de religion, même si elles étaient évidemment pas de la brutalité, de la violence des guerres de religion de la fin du Moyen-Âge, il fallait trouver les voies et moyens d'une conciliation. Et c'est cette idée véritablement d'apaiser les passions qui a présidé à la loi. Et c'est le courant brillant qui a gagné contre le courant Combes. Et aujourd'hui, nous sommes encore sur les idéaux portés par le courant conciliateur. Et le débat existe aujourd'hui encore. Il est même d'une très grande actualité entre la montée en puissance, alors je vais le dire de façon un peu schématique, des complotistes ou des identitaires sous différentes formes qui ne sont pas qu'à l'extrême droite, malheureusement. Mais le débat aujourd'hui est pratiquement de même nature que celui qu'il y avait il y a 120 ans. La liberté des uns s'arrête-t-elle donc à celle des autres? Oui. C'est un peu l'idée. Oui, c'est un peu l'idée. Là, on fait beaucoup plus référence à la liberté d'expression, pour moi, qu'à la liberté de conscience. Mais c'est effectivement un peu l'idée, quoi. Là, la question est intéressante parce qu'elle fait le lien entre laïcité et démocratie. Ça veut dire qu'à un moment, quand la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, ça sous-entend qu'il faut dialoguer, il faut s'expliquer, se comprendre, échanger des idées, faire un pas vers l'autre. Donc ça veut dire débattre, et débattre, ça veut dire être en démocratie, puisque dans beaucoup de pays, malheureusement, il n'y a non seulement pas de laïcité, mais encore moins de démocratie. Donc cette phrase est intéressante, même si elle peut paraître très simple. Elle renvoie à vraiment toutes ces notions, quelque part, pour la France, de laïcité, de démocratie et de république, puisque bien évidemment on peut être aussi en démocratie si on est une royauté, la Grande-Bretagne par exemple, d'autres pays de l'Union européenne, l'Espagne qui aujourd'hui se définit comme laïque, même si elle ne l'affiche pas comme en France. Mais voilà, c'est ce lien qui est intéressant dans cette phrase sur laïcité, démocratie et droits de l'homme. Alors, c'est associé peut-être à une autre valeur qui est la tolérance. Voilà, donc ça c'est un des piliers peut-être aussi de cette loi, c'est la tolérance, quoi. Ça peut faire référence à nos auteurs aussi du siècle des Lumières, notamment Voltaire, qui a écrit un traité sur cette thématique, et que je vous invite à lire. En gros, il demande si entre-temps, entre 1905 et aujourd'hui, ça a changé. Oui, quand même, oui. Non. Oui. Ah si, oui, ok. La loi par elle-même n'a pas changé. Par contre, on y a fait des apports, comme la loi de 2004, par exemple, qui porte sur le port de signes ostensibles à l'école. Simplement à l'école, c'est limité à l'école. Mais globalement, elle n'a pas changé, elle tient toujours. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire pour une loi qui a 120 ans, quoi. Le socle de la loi est resté. Mais les ajouts ou les compléments à la loi ou des lois supplémentaires telles qu'évoquait Roland vont aujourd'hui dans le sens d'une restriction. C'est ce qu'on évoquait en début de séance. Alors c'est la notion de représentation qui est renvoyée à la question. La représentation globale reste la même. Mais les ajouts vont dans le sens d'une restriction quand même, et du fait que la laïcité est interprétée, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur une restriction des libertés, alors qui vise clairement l'islam. Alors un des grands loupés, pour le dire comme ça et un peu rapidement, de la loi de 1905, c'est qu'elle a mis de côté à l'époque le fait qu'en France, il y avait quelques millions de musulmans, dans la mesure où l'Algérie était un département français, oui. Mais les citoyens résidant en Algérie, c'est-à-dire les Algériens et les colons, s'il faut appeler un chat, c'était pas que des résidents, c'était des gens qui ont été sur une colonie de peuplement. L'Algérie était un des pays de colonie de peuplement. Il y avait les citoyens français qui bénéficiaient
de la loi, et puis il y avait les citoyens de seconde zone, qui étaient les Algériens. Parce qu'entre-temps, la loi de 1905 avait quand même octroyé quasiment les mêmes droits aux Français de confession juive ou d'étrangers de confession juive. Mais c'est l'aberration quelque part historique de faire que les Algériens étaient considérés comme des citoyens de seconde zone et eux n'ont pas bénéficié des avantages, pour le dire comme ça, de la loi de 1905, ce qu'on paye quelque part aujourd'hui. Ce qu'il faut préciser au point de vue de l'histoire, c'est qu'elle a été modifiée pendant le gouvernement de Vichy. Voilà, où effectivement, à cette époque, on a réautorisé le financement des églises, quoi, le financement on a recommencé à salarier des prêtres, par exemple. Voilà. On a remis les croix dans les écoles, et la prière, etc., etc. Donc la parenthèse... Ce qu'il faut préciser sur la loi de 2004, c'est qu'elle touche effectivement toutes les confessions. C'est-à-dire que ce sont tous les signes ostensibles, qu'ils soient musulmans, juifs, bouddhistes, chrétiens, ce sont tous les signes qui sont touchés. Quand tu dis qu'on le paye aujourd'hui, tu fais référence à quoi exactement ? On le paye sur le fait qu'aujourd'hui, on considère que les migrants qui viennent, alors on va dire pour faire très rapide, du bassin méditerranéen, en confondant un peu les nationalités, les nations, les différences qui existent, ça n'est pas un bloc unitaire, comme on dit souvent, de l'Afrique. Il y a des populations qui vivent dans ces territoires et qui sont aussi différents qu'un Français, d'un Danois, qu'un Danois, d'un Ukrainien ou autre. Mais on a une tendance à l'assimilation, de mettre tout ça dans le même bloc. Ce sont des Arabes, donc des musulmans. Tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes, puisque le plus grand pays musulman du monde, c'est pas un pays arabe, c'est l'Indonésie. Oui. C'est très très loin de tout ce qui touche au pourtour méditerranéen. Donc on fait une espèce d'amalgame, d'assimilation, arabe, musulman, terroriste. Alors effectivement, il y a des terroristes qui se revendiquent de la religion musulmane, mais pas que. Évidemment, il y en a d'autres qui se revendiquent de courants de pensée différents. Et donc c'est cet un peu héritage issu de ce loupé de la loi de 1905 qu'on retrouve aujourd'hui dans la question raciale que tu évoquais tout à l'heure et les sondages qui montrent qu'il y a de plus en plus d'actes anti-musulmans, mais également antisémites. Oui. Clairement, depuis 2 ans, et ce qui se passe à Gaza, il y a une remontée des actes antisémites. Les deux sont absolument condamnables. En tout cas, la Ligue des droits de l'homme, comme d'autres organisations, les condamnent aussi fortement l'une que l'autre. Mais pour moi, il y a une filiation directe entre ce point de vue-là de la loi de 1905 et de ce qui se passe aujourd'hui. Le repli identitaire ou les paniques identitaires fonctionnent. Et c'est en cela que nos organisations se battent contre ces replis identitaires qui entraînent le rejet de l'autre, donc contraire à la loi de 1905. Il y a une personne dans le chat qui dit que beaucoup disent que c'est une entrave aux religions. Alors, du coup, vous venez de contre-argumenter contre ça en disant que ça en visait pas plus une qu'une autre, donc... du coup, non. Indirectement, ils ont répondu, je pense. Non, alors... si vous voulez développer plus dans... Il faut mettre en parallèle la neutralité de l'État. C'est-à-dire que l'État, la loi de 1905 met en place donc, cette mesure particulière qui est la neutralité de l'État, de toutes les institutions. Donc, elle met à un niveau égal toutes les religions, au contraire. Elle permet à toutes les confessions de pouvoir se développer dans l'espace public. Alors là, il faut rentrer un tout petit peu peut-être dans les détails, et dire que, la pratique, non, j'ai pas le mot, c'est pas la pratique, mais le fait de montrer sa religion dans l'espace public... L'afficher. Comment ? L'afficher. L'afficher, voilà, n'est pas interdit, au contraire. Je veux dire, tout le monde peut, dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, mais même dans les administrations publiques, en tant qu'usagers, les usagers des administrations publiques peuvent porter une croix, une kippa, un voile. Je veux dire, ça n'est pas du tout interdit. Au contraire, c'est une loi de liberté à ce niveau-là. C'est vrai que la loi, elle est attaquée dans ses frontières, dans ses limites, dans des zones un peu floues. Donc, pour l'histoire du voile à l'Assemblée nationale, il faut revenir à la loi, tout simplement. Donc, la loi n'interdit pas. Voilà, à ce niveau-là. Donc c'est la loi qui va trancher ici.
Mais sinon, c'est vrai que certains partis politiques en profitent de certaines ouvertures, c'est-à-dire des zones un peu floues de la loi, pour essayer de rentrer dedans et de la modifier. Voilà. Et c'est là où il est difficile après de répondre de façon catégorique et puis de se battre de façon efficace. Est-ce que vous pensez que les députés sont obligés de respecter l'obligation de neutralité de la loi de 1905 ? A priori, ils sont obligés, je pense. Mm. On parle bien des députés à l'Assemblée nationale. Oui, alors ils sont obligés. Ouais. Alors, quels événements historiques majeurs qui ont conduit à l'établissement de cette loi ? Alors, on peut en citer quelques-uns. Hein. Ouais. On peut partir par exemple des guerres de religion. Voilà, les guerres, notamment les guerres entre protestants et catholiques. Ça, Roland peut en parler un peu plus. Il y a eu peut-être aussi, sûrement la révolution de 1789. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Église maîtrisait quasiment tout l'administratif. Hein. Donc voilà, il y a eu une première rupture avec la révolution de 1789 et ce qu'on appelle un début de sécularisation de la vie publique. Et ça s'est continué jusqu'en 1882, j'ai plus la date, les lois Jules Ferry, excusez-moi, les lois Jules Ferry. Voilà, avec donc l'école obligatoire, laïque et gratuite. Globalement, pour faire une synthèse, en fait, ce qui a amené à la loi, c'est cette volonté de sortir de l'emprise en fait, de l'Église sur le fonctionnement de l'État. Voilà, globalement, on peut l'expliquer comme ça. Qu'est-ce que la laïcité à la française a de particulier comparé à la laïcité anglaise ? Ah bah alors ça, j'en ai aucune idée. C'est une très bonne question parce que, comme en France, on aime bien faire cocorico, on parle toujours d'exception française. Ça n'est pas une exception française. Si c'était une exception française, on pourrait dire que la laïcité à la française revêt un caractère dogmatique, ce qu'elle n'est pas. Il y a une laïcité à la française qui n'est pas une exception. C'est une manière française d'avoir cet idéal et ce concept de laïcité. Après, la comparaison avec d'autres pays, je ne sais pas si on peut établir une comparaison, on veut dire, de texte à texte. Parce que, par exemple, les États-Unis se considèrent comme un pays laïque, ce qui nous fait très bizarre à nous, parce que le président de la République, quel qu'il soit, jure sur la Bible. Ce qui, pour nous, Français, serait impensable ici. Oui. Mais, parce que la laïcité respectant toutes les religions, neutralité, etc., etc. Alors, avec l'anglaise, pour être franc, je ne sais pas trop quoi répondre, parce que je ne suis pas sûr que les Anglais se définissent comme un État laïque. Il faudrait vérifier. Clairement, je n'ai pas la réponse à ça. Je ne sais pas si Roland l'a. Mais puisque la reine et le roi, le pauvre, on a tendance à l'oublier, vu la durée du règne de sa mère. Oui. Mais le roi est aussi le chef de l'Église, si je ne me trompe pas, en Angleterre. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas considérer, selon notre lecture, mais là il faudrait avoir des spécialistes des religions, ce que je ne suis pas, mais je pense que l'Angleterre ne peut pas être qualifiée de laïque dans la mesure où le roi est chef du Royaume-Uni. Alors avant 1789, les écoles étaient A très nombreuses, B religieuses ou C laïques. Waouh, question complexe. Hein. En 1989 Avant 1789. Ouais. Quasi exclusivement religieuse. Du coup, avant 1789, les familles les plus riches engageaient des précepteurs dans quelques villages. Du coup, des prêtres faisaient cours pour les enfants des paysans. Donc c'était religieux. Oui, oui. Les quelques tentatives de le faire par des non-religieux ont été vite balayées. Ça a existé, il y a eu des libres penseurs qui ne voulaient pas forcément faire référence, mais ils étaient ultra minoritaires, voire pourchassés. Un élève peut du coup contester un cours en classe en invoquant la religion, vrai ou faux ? Enfin, sa religion plutôt. Faux. Faux, alors je vais dire quelque chose qui fâche, mais parce que il y a rien au-dessus de la loi de la République, globalement, et au-dessus des programmes éducatifs. C'est-à-dire que la loi de Dieu ne peut pas, je vais vraiment en fâcher quelques-uns, d'un Dieu ne peut pas primer sur la loi de la République. En effet, du coup, c'était faux, selon l'article 12 et 13 de la Charte de la laïcité. Du coup. Pour vous, les valeurs de la République, ça représente quoi ? C'est quoi ?
C'est assez simple au départ. Du Ça je devient très dirais- compliqué. Enfin, quand on là, rentre comme dans ça, le je détail. dirais directement liberté, égalité, fraternité. Bravo. Voilà. Y a Bravo. pas, je pensais que c'était une question piège pendant un moment. Et pour ce qui est des écoles privées pour les mineurs, du coup. Alors, tout dépend de la. Alors tout dépend si l'école est sous contrat ou pas. Voilà. Eh ben, merci à vous. C'est un Merci, plaisir. merci. Et apparemment, ils ont bien aimé aussi dans le. Ah ouais, ils ont bien aimé, ouais. Et on compte sur vous, les jeunes surtout. Sur nous tous. Voilà, sur la jeunesse. Ouais, Sur les jeunes. c'est vrai que c'est aussi un travail de groupe. Au Merci revoir à à vous. tous. Merci à tous. Ciao, Ciao, Merci ciao. d'avoir participé. Salut, Au revoir. salut. Buvez de l'eau.